Savez-vous ce qu'est un zombie? Certains d'entre vous diront qu'il s'agit d'une créature de cauchemar, infâme et répugnante, fruit de l'imagination de scénaristes féconds. Que c'est juste une invention du cinéma. Et d'autres répondront qu'il est encore là question d'un mythe. Encore un monstre qui sort de sa tombe pour torturer et se nourrir des vivants. Mais tous, vous vous dites sûrement que, peu importe. De toute façon, les zombies n'existent pas. Vous avez tort. Les zombies sont réels et ils n'ont rien à voir avec ce que vous pensez. Alors oubliez tout ce que vous croyez savoir. Encore une fois, la réalité risque de vous surprendre. Embarquement immédiat pour la moiteur des Caraïbes. Au rythme des tambours, pénétrons discrètement dans la jungle, à la rencontre des sorciers vaudous et de leurs rituels interdits. Nous allons les observer, sans un bruit, et découvrir leur rôle dans la création, la lutte et la protection contre cette créature. Nous allons voir que c'est encore une fois avec l'aide de la nature que tout, absolument tout se joue. Le zombie ou la triste et sombre réalité de la perversion des hommes. Je vous le dis tout de suite, laissez tomber tout ce que vous croyez savoir sur les zombies. Pour le vaudou, à l'origine de ce mythe, ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit au cinéma. Ce mort-vivant décomposé, en quête de chair humaine à dévorer, propageant son virus à l'humanité tout entière pour créer des hordes de créatures qui lui ressemblent. Ça, c'est yon bêtise, comme on dit en créole. Le vrai zombie, si je puis dire, n'a rien à voir avec tout ça. Même si on trouve ça et là pourtant quelques petites similitudes. Pour commencer, ce mot « zombie » provient du créole haïtien « zombie », lui-même probablement dérivé du mot « kimbundu nzumbe », qui signifie « cadavre ». Et pour bien comprendre de quoi l'on parle, il nous faut remonter un peu dans l'histoire. L'histoire de l'esclavage. Lors de l'émigration forcée des peuplades d'Afrique vers l'Ouest, Amérique et Caraïbes principalement, les esclaves noirs parlaient essentiellement le kimbundu. Le kimbundu est une langue bantoue, parlée principalement en Angola, et est elle-même un mélange de dialectes africains parlés du Niger, jusqu'à l'Afrique du Sud. De ces différentes cultures, amalgamées autour d'une langue qui se transformera peu à peu en créole, sont également nées d'autres cultures, fruits de la fusion d'abord idiomatique, puis traditionnelle et religieuse, de tous ces peuples venus d'Afrique de l'Ouest et amenés au fil du temps à se réunir autour d'un point commun. Un nouveau folklore, à part entière. Les pratiques rituelles, mystiques et ésotériques de ces peuples ont ainsi donné naissance à une toute autre forme de magie, elle aussi mélange de différentes traditions disparates, le vaudou. Ce terme ayant lui-même pour signification Dieu ou esprit, il est devenu au fil des âges le symbole du syncrétisme culturel de ces peuples, contraints de mélanger entre eux leur langue, leurs traditions, leur religion, avec celle des colons, essentiellement catholiques, et celle des autochtones amérindiens et caribéens. Il s'agit donc là d'un substrat extrêmement riche et diversifié. Le vaudou a été, et est toujours d'ailleurs, principalement pratiqué en Haïti et dans certaines régions de sa diaspora. De par sa profondeur et son histoire, cette religion afro-caribéenne est de fait réellement fascinante. Mais en quoi consiste-t-elle? Sur quoi se base-t-elle? Tout d'abord, sur l'existence des Loas. Les Loas sont des esprits, sortes d'intermédiaires entre le monde des vivants et celui des dieux. Chaque Loa a ses propres caractéristiques, attributs et des domaines d'influence spécifiques. Et parmi eux, il en existe différentes catégories. Comme les Radas par exemple, esprits bienveillants, et les Pétros, esprits plus agressifs liés à une sorte de rébellion contre les dieux. Au son des tambours et des chants, les pratiquants dansent ou psalmodient frénétiquement. À ces Loas, on offre alors nourriture, boissons et parfois des sacrifices d'animaux. Il arrive souvent qu'au cours du rituel, le Loa invoqué possède le corps d'un des fidèles pour communiquer ou interagir avec les participants. Ces cérémonies sont dirigées par des prêtres, les Ungan ou les prêtresses vaudou appelées Mambo. Ungan et Mambo officient dans le cadre d'un appel à la guérison de maladies physiques ou spirituelles.
Ils appellent les loas pour protéger les requérants des mauvais esprits ou des malédictions. Hungan et Mambo consultent également les loas pour obtenir des conseils ou des prédictions sur l'avenir. Les cérémonies vaudou, souvent communautaires, renforcent très fortement les liens entre membres d'une même tribu ou d'un village et offrent à tous un cadre sécurisant empreint d'une profonde solidarité et d'un soutien moral mutuel. Si l'on comprend l'histoire et les épreuves par lesquelles ces peuplades sont passées, on en saisit aussi facilement la raison. Il n'est pas rare qu'au cours de la cérémonie, le Hungan, la Mambo ou l'un des participants soit possédé par le loa invoqué. Cet aspect du rituel vaudou est essentiel, car elle marque une interaction directe avec le monde des esprits, le but recherché et le succès du rituel. Le vaudou croit en la magie. Le vaudou est la magie. Dans ce qu'elle a de plus sauvage, épidermique, viscéral. La place de la musique, des danses et des chants est également capitale. L'énergie exacerbée au cours des rituels agissant ainsi comme un catalyseur, facilitant le contact avec les forces subtiles et leur entrée dans le plan des vivants. Mais il existe une autre catégorie d'invocateurs dont je n'ai pas encore parlé, les Bokors. Ce sont eux qui nous intéressent aujourd'hui, car ils pratiquent essentiellement la magie noire. C'est le Bokor qui crée le zombie. Le Bokor est réputé pour posséder les connaissances nécessaires sur les rituels complexes et les différentes substances requises pour réanimer les morts. Autrement dit, ce n'est pas n'importe qui peut réveiller un zombie, pas même le zombie lui-même. Seul le Bokor détient ce pouvoir, ce qui fait de ce personnage une figure éminemment redoutée dans la culture vaudou. La croyance en ce pouvoir est d'ailleurs si puissante que la simple menace d'être zombifié par un Bokor suffit à terrifier les foules et à préserver une sorte de paix communautaire. Et maintenant que nous en connaissons le Créateur, intéressons-nous désormais plus en détail à sa créature. Mais alors qu'est-ce qu'un zombie ? Au sens où le folklore haïtien l'entend, le zombie est un esclave, une créature hagarde aux pas traînants, ressemblant à un cadavre ramené à la vie et engendré pour réaliser à sa place des travaux dégradants ou harassants, tels que le travail au champ ou dans les plantations de canne à sucre par exemple. On a ainsi recours à la zombification pour punir ou exercer une influence malsaine sur quelqu'un et en faire sa marionnette, et par voie de conséquence, porter malheur à toute sa famille qui souffre de sa condition. L'objectif principal de la zombification est donc de se créer un esclave totalement soumis, d'annihiler la volonté chez quelqu'un pour le rendre corvéable à merci, humilier sa personne en le rendant ainsi dépourvu de toute personnalité et de son âme. Le Bokor, par sa magie, en contrôle ensuite le corps mais aussi l'esprit. Le zombie, le vrai zombie, est ainsi un pantin fait de chair et d'os, dont on fait absolument ce que l'on veut. Mais alors, comment le Bokor s'y prend-il pour créer un zombie ? Il s'agit là en fait d'un processus complexe et étrange, mêlant pratique et rituels magiques avec des substances chimiques toxiques. Le tout agrémenté d'une touche de sorcellerie et de mystère. Pour créer un zombie, le Bokor a d'abord besoin d'une victime. Un homme ou une femme bien vivant, valide et sain d'esprit. Il peut la désigner lui-même s'il juge qu'il a une revanche à prendre sur cet individu, ou se faire payer de quelque manière que ce soit pour effectuer ce travail. Une personne malveillante pourra ainsi requérir les services du Bokor, moyennant rétribution ou toute autre faveur, pour faire de son ennemi un zombie. Le Bokor fabrique ensuite un ingrédient essentiel, la poudre de zombie. Un savant mélange de poisons neurotoxiques, de plantes vénéneuses, d'os d'animaux broyés et de restes humains séchés. Plus exactement, le Bokor utilise le venin de certains poissons ou méduses, comme le poisson globe, le poisson lion, la grande ciguë des mers, le mérou ou la barbette épineuse, du poison de crapaud, aussi nommé bave de crapaud en sorcellerie, du pois bleu, du datura, du figuier maudit, de la manchinille, du corosol épineux et du bois canon. Ces différents ingrédients
ont tous un point commun. Ils sont tous fortement neurotoxiques, ont des effets narcotiques et hallucinogènes prononcés, causent une hypothermie sévère, une paralysie musculaire intense et profonde, un ralentissement du rythme cardiaque, des convulsions ou séries de mouvements saccadés, la fameuse démarche du zombie, une confusion mentale et des irritations ou brûlures cutanées sévères, ce qui pourrait expliquer l'état épouvantable de la peau des zombies dans les croyances populaires. Je vous laisse imaginer quels terribles effets ce cocktail exotique peut avoir sur un individu, qui, s'il y survit, ne s'en sortira pas sans séquelles. Bien que la composition exacte de la poudre de zombie soit un mystère et peut varier d'une région à l'autre et d'un praticien à l'autre, elle s'avère dans tous les cas extrêmement toxique, capable d'altérer profondément l'état de conscience de la victime. Une fois qu'on y a ajouté quelques éclats d'os d'animaux ritualisés et de restes humains séchés, cette poudre est alors discrètement, et à son insu, bien entendu, administrée à la victime. Soit en la lui faisant ingérer dans sa nourriture, soit en se débrouillant pour qu'elle entre en contact direct avec sa peau, au travers d'un onguent par exemple. La personne tombe presque immédiatement inanimée, comme morte, plus aucune réaction. Il semble que son cœur ne bat plus, qu'elle ne respire plus. Ses membres deviennent de plus en plus raides au fil des heures, mimant avec brio la rigidité cadavérique. La famille et les proches, la croyant morte, n'ont alors plus d'autre choix que de l'enterrer. Mais en vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette malheureuse personne est toujours en vie. Elle est ainsi enterrée vivante, victime d'une puissante intoxication. Quelques heures ou jours plus tard, loin des regards et souvent en pleine nuit, le beau-corps réapparaît pour extraire la victime de sa tombe. C'est alors qu'il lui administre une seconde substance, une poudre de zombie modifiée, surtout à base de datura, qui lui permet de la réanimer. Le sujet reprend conscience, mais cette mixture cause une telle confusion mentale et une amnésie si profonde à l'individu qu'elle fait de lui une marionnette complètement docile et obéissante, hébétée, influençable et totalement dévouée à qui lui donne un ordre. En l'occurrence, le beau-corps en personne. Il peut à présent lui donner l'ordre d'accomplir n'importe quelle tâche que le sorcier refuse de faire, comme travailler dans les plantations par exemple, ou terroriser, ou bien encore s'en prendre physiquement à quelqu'un d'autre. Mais à aucun moment il n'est question de se jeter sur les autres pour les dévorer, comme on le voit au cinéma, à moins d'avoir affaire à un sorcier particulièrement cruel et malfaisant. Toutefois, il faut retenir une chose. Pour garder son zombie bien sage et obéissant, le beau-corps doit continuer de le droguer en permanence. Sans quoi, puisque la personne n'est pas morte, au sens propre, elle finira petit à petit par reprendre conscience et le contrôle d'elle-même, au risque de vouloir ensuite se venger du sorcier. Bien souvent, il n'existait pas d'autre moyen pour le zombie de sortir de sa condition que par la mort. La sienne, ou celle de son manipulateur. Et de celle-là, aucun moyen de revenir. Si vous pensez que les zombies n'erraient en Haïti qu'au temps de l'esclavage et que plus rien du genre ne s'est produit depuis, eh bien, vous vous trompez. Il existe encore des témoignages de zombification de nos jours, preuve que ces pratiques ont persisté au fil des âges et se perpétuent toujours. Nous allons parler du cas de Clervius Narcisse. Clervius Narcisse est né en Haïti en 1922. C'était un agriculteur haïtien tout à fait ordinaire, vivant dans une région assez reculée d'Haïti, où l'on sait que le vaudou a longtemps perduré. Il appartenait à une famille nombreuse et, d'après les récits, menait une vie relativement normale, avant sa mort en 1962. À cette date, Clervius a été officiellement déclaré mort à l'hôpital Albert Schweitzer, à Deschapelles, en Haïti. Les médecins qui ont signé son acte de décès ont rapporté qu'il était mort d'une combinaison de défaillances organiques. Après sa mort, son corps a été enterré par sa famille, et l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais l'histoire a en réalité pris une tournure assez inattendue. En 1980, soit 18 ans après sa mort supposée, Clervius Narcisse est réapparu dans son village natal, affirmant avoir été transformé en zombie. Il raconta qu'il avait un jour été empoisonné par un beau-corps, avec l'aide du venin du poisson-globe. Poison qui avait induit sur le moment un état de mort apparente. Clervius Narcisse a alors rapporté avoir ressenti une sensation étrange,
avant d'être déclaré mort. Il aurait senti peu à peu chacun de ses membres se raidir, sans possibilité de parler, de crier, de lutter, suivi d'un froid intense et d'une grande difficulté à respirer, le tout en étant plongé dans le flou. Il se souvenait d'avoir été conscient, bien que complètement paralysé, au moment où le médecin a déclaré l'heure de son décès, puis enterré. Je vous laisse imaginer l'état de détresse profonde de Clervius à ce moment-là. Après son enterrement, Clervius a donc été enterré vivant, il aurait été déterré par le Bokor, qu'il aurait ensuite utilisé comme esclave dans une plantation de canne à sucre, pendant toutes ces années. Narcisse a affirmé qu'il avait été maintenu dans un état de stupeur à l'aide de différentes drogues, jusqu'à ce que le Bokor meure, ce qui lui a alors permis de retrouver son libre arbitre et de rentrer chez lui. La raison exacte pour laquelle Clervius Narcisse a été victime d'un Bokor reste en grande partie spéculative. Mais l'on pense que, de la bouche de Narcisse lui-même après son retour, le motif principal était lié à un conflit familial. Narcisse aurait eu un différend avec son frère au sujet des terres familiales. Son frère aurait alors engagé un Bokor pour zombifier Clervius afin de se débarrasser de lui et s'approprier ses parcelles. Après avoir été libéré de son état de zombie, Clervius Narcisse a cherché à retrouver sa famille et son ancienne vie. Il a cependant été profondément marqué par son expérience et n'a jamais retrouvé une vie totalement normale. Sa propre famille et ses contemporains dans le malaise, tant par son histoire que par les séquelles psychologiques et mentales certaines que le pauvre Narcisse dut subir. Au fil du temps, il a fini par devenir une figure emblématique des récits de zombification en Haïti, et son histoire a largement attiré l'attention des chercheurs, des anthropologues et du grand public, intéressés par le vaudou et les mystères qui l'entourent. Malheureusement, aujourd'hui, Clervius Narcisse n'est plus là pour en témoigner. Il nous a quittés au début des années 90, de mort, cette fois-ci, tout à fait naturelle. De celle dont on ne revient pas. Vous voyez que dans le contexte haïtien, la zombification n'était pas donc seulement perçue comme un phénomène surnaturel, mais aussi comme une forme de punition sociale extrême. Le fait de transformer quelqu'un en zombie était une manière d'exercer une vengeance parfaitement cruelle, ou d'établir une forme de contrôle malsain sur quelqu'un. Mais l'affaire de Clervius n'est pas un cas isolé. Avant et après cela, plusieurs cas de fièvre anormale et de confusion mentale ont été rapportés par les autorités médicales en Haïti. Certaines personnes déclarées mortes par la famille seraient réapparues des mois, voire des années plus tard, amaigries, hébétées, dans un état de délabrement physique et mental avancé. Sans parler des signes évidents de traumatismes physiques et mentaux, marqués par la désorientation, l'amnésie et la peur panique de ce qui se rapproche, de près ou de loin, du vaudou. Les chercheurs pensent qu'il pourrait simplement s'agir de troubles mentaux liés à une certaine marginalité, des conflits locaux ou à des cas d'intoxication accidentelle par des substances neurotoxiques. Mais la croyance en la zombification est si puissante en Haïti que pour les gens du commun, ce qui se passe là encore de nos jours ne fait aucun doute. Nous savons à présent que pour créer un zombie, il nous faut l'aide de la nature. Mais comme toujours, lorsqu'elle est la cause du problème, elle en est aussi la solution. C'est avec l'aide des plantes et autres substances naturelles, associées à de croyances et pratiques spirituelles et rituelles, que la nature nous offre un moyen de repousser ces créatures. Dans le folklore haïtien, le sel est considéré comme la meilleure des armes contre les zombies. Donner du sel à un zombie, ou tracer un cercle de sel autour de lui, le libérerait de l'emprise du Bokor et permettrait de lui faire retrouver son libre arbitre ou, parfois, de mourir une fois pour toutes. Il pourrait s'agir de sel classique, soit chlorure de sodium, mais en examinant les effets escomptés, il pourrait davantage s'agir là de sel d'ammoniac, utilisé autrefois pour réveiller les personnes évanouies ou dans le coma. Aussi appelé sel odorant ou sel volatile, il se compose de carbonate d'ammonium, une substance qui libère de l'ammoniac au contact de l'air. L'ammoniac a une odeur si piquante et irritante qu'elle stimule les nerfs du nez et des voies respiratoires, provoquant ainsi une réaction réflexe qui peut aider une personne évanouie, ou dans un état second, à se réveiller de sa torpeur. Mais le sel classique,
chlorure de sodium, possède en lui-même quelques vertus magiques très populaires, comme celle de constituer une barrière. Ainsi, tracer autour de soi et de sa maison un cercle de sel contribuerait à créer un obstacle pour les forces obscures, à condition d'y croire, bien entendu. Or, on croit justement en Haïti que les zombies ne peuvent physiquement pas traverser une barrière de sel sans tomber en poussière, ce qui est fort arrangeant quand on y pense. Une autre solution consiste à administrer directement une petite quantité de sel aux zombies, du sel béni. Selon le folklore, donner du sel béni à un zombie le libère instantanément de l'enchantement du Bokor et lui fait recouvrer l'esprit. Certaines herbes et plantes amères sont également employées à des fins purificatrices et protectrices. Les fumigations d'armoises et de rues des jardins protègent et purifient les personnes et les espaces, en éloignant le mal. Les infusions concentrées de rues et d'armoises sont également utilisées pour asperger les lieux et les zombies eux-mêmes, afin de préserver habitations et individus des influences néfastes. Et puis il y a l'ail. Si vous avez vu notre documentaire sur les vampires, vous savez déjà de quoi je parle. L'ail est en effet utilisé dans de nombreuses cultures pour repousser les esprits maléfiques et les créatures surnaturelles. L'ail peut être porté sur soi, accroché dans la maison, bouilli et consommé en potion ou utilisé pour créer des barrières protectrices. Tout comme l'ammoniac, son odeur forte et pénétrante pourrait dans ce cas aider le zombie à reprendre possession de lui-même. Tout comme l'armoise et la rue, l'ail peut être décocté et aspergé sur les personnes ou les habitations, ou sur le zombie en question, ce qui le fait fuir ou revenir à la réalité. Le poivre de Cayenne est bien entendu tout aussi irritant et purificateur, et fréquemment employé contre les zombies en Haïti. On le disperse alors autour des maisons, seul ou mélangé aux ingrédients précédemment mentionnés pour éloigner les créatures. Au contact de la peau préalablement lésée par les poisons du Bokor, le zombie ressent une vive douleur qui peut soit le faire fuir, soit l'aider à reprendre conscience. Aujourd'hui, certains préparent un spray à base d'eau et de poivre, puissamment irritant, qu'ils vaporisent sur toute personne suspectée d'être un zombie pour le désorienter ou le repousser. Il est également possible d'utiliser du romarin, en fumigation ou en amulette, pour se prémunir des esprits malveillants et des morts vivants. On peut aussi confectionner de petits sachets protecteurs que l'on place aux différents points d'entrée de la maison. La menthe est aussi fréquemment employée dans ce cas de figure. Mêmes indications que précédemment. Romarin et menthe se retrouvant de nos jours régulièrement utilisés sous forme d'huile essentielle. En dehors des recours à la nature dans une lutte contre les zombies, le vaudou étant éminemment religieux, et ses croyances vivaces, il reste aux personnes effrayées à se protéger à l'aide de talismans et amulettes décorés de symboles sacrés, pour protéger leur lieu de vie. Souvent, on trace encore des sigils à l'aide de sel et de craie dans les endroits où l'on ne veut pas voir le mal entrer. Si l'on est courageux, on peut essayer de se saisir du zombie pour tenter de l'exorciser, ou de pratiquer sur lui rituels, prières, chants et incantations à l'aide d'objets sacralisés pour libérer son âme de l'enchantement du Bokor. Le tout sous la supervision des Hungan ou des Mambo, sorciers et sorcières bénéfiques. Et bien entendu, il reste les méthodes de neutralisation modernes, popularisées par le cinéma et la littérature, qui sont, plus radicales et qui consistent à détruire physiquement le zombie en brûlant son corps ou en portant atteinte de quelque manière que ce soit à son cerveau. Ce qui tuerait là n'importe qui, on est bien d'accord. Ces méthodes n'existent pas en Haïti, source d'un mythe que l'on comprend bien mieux qu'en Occident. Occident dont les méthodes dans la lutte contre les phénomènes étranges ont toujours été plus barbares que celles de civilisations qu'il juge lui-même sauvages et primitives. Bien entendu, le phénomène de zombification n'a pas manqué de susciter l'intérêt des scientifiques et des médecins. Plusieurs études ont d'ailleurs été menées pour comprendre les mécanismes biologiques et chimiques à l'œuvre dans ce processus. Un ethnobotaniste du nom de Wade Davis s'est particulièrement intéressé au problème, au point de devenir l'un des plus remarquables chercheurs dans ce domaine. De façon générale, tous les spécialistes s'accordent à dire que, contrairement à la croyance selon laquelle le zombie serait un mort réanimé, la science nous prouve qu'en vérité, il s'agit là d'un homme ou d'une femme bel et bien vivant, dont on annihile complètement la volonté et la conscience, et que l'on manipule à sa guise ensuite.
Tout d'abord, ils ont étudié les différentes substances impliquées, celles contenues dans cette fameuse poudre de zombie. Premier ingrédient majeur, la tétrodotoxine, l'ingrédient clé. La tétrodotoxine est un neurotoxique extrêmement puissant, principalement extrait du poisson globe et de certains autres animaux marins venimeux. Elle bloque les canaux sodiques des cellules nerveuses, empêchant la transmission des influx nerveux, ce qui conduit à une paralysie musculaire sévère, ressemblant à une catatonie tout d'abord, puis à la mort ensuite. Les fonctions vitales, pouls, respiration, sont alors si ralenties qu'elles deviennent pratiquement indétectables, menant les proches de la victime à croire que sa vie s'est achevée. Si la dose de tétrodotoxine n'est pas létale, la victime peut espérer progressivement se rétablir, mais non sans une profonde confusion mentale et une amnésie souvent définitive. Les Japonais connaissent bien la tétrodotoxine, à travers la consommation de fugu, un poisson globe dont la chair est dite succulente, mais dont la préparation doit se faire avec une extrême minutie. Sinon, on meurt. Pour de vrai. Deuxième ingrédient de la poudre de zombie, l'hallucinogène narcotique. Le datura, ou herbe du diable, contient des alcaloïdes extrêmement dangereux, tels que la scopolamine et l'atropine. Si vous avez vu notre documentaire sur la mandragore, ces deux noms devraient vous paraître familiers. Sinon, retenez que l'atropine, et plus encore la scopolamine, agissent sur le système nerveux central, provoquant des états de rêve éveillés, de désorientation, de confusion et de perte de mémoire. Les victimes sous l'effet du datura sont alors souvent très influençables et susceptibles d'être manipulées facilement, en proie à des hallucinations terribles. Récapitulons un peu le processus de zombification sous ce nouveau jour. Première étape, on administre par contact cutané ou oralement de la tétrodotoxine à un individu, qui tombe alors dans un coma profond. Le pensant mort, sa famille procède à son ensevelissement. Mais en réalité, la victime est bel et bien enterrée vivante. Quelques heures ou jours plus tard, le sorcier déterre le malheureux et le réveille à l'aide de datura. Le sujet sera alors dans un tel état de confusion mentale qu'il se soumettra sans rechigner à toutes les directives qu'on lui donnera. Par la suite, pour conserver sa créature, le beau-corps devra régulièrement maintenir sa victime sous narcotique, pour maintenir cet état de confusion et d'apathie. Sans quoi, elle finira tôt ou tard par reprendre connaissance et conscience, et redeviendra elle-même. Mais, car il y a toujours un mais, les conclusions de Wade Davis sont remises aujourd'hui en question, les scientifiques et anthropologues arguant que les doses de tétrodotoxine trouvées dans les quelques échantillons analysés étaient insuffisantes pour provoquer une paralysie totale. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la zombification ne peut pas être entièrement expliquée par la science et des mécanismes biologiques seuls, qu'elle implique sûrement un aspect culturel, rituel, magique et psychologique complexe que les scientifiques ne comprennent pas encore. Quelle force obscure est à l'œuvre ici ? Quel Loa accorde son pouvoir au beau corps dans la réalisation de ses plans démoniaques ? C'est donc bien qu'il y a autre chose, une magie sombre et des forces terribles derrière tout cela. Néanmoins, médecine et psychiatrie sont parvenus à apporter quelques fragments d'explication, plus rationnels cette fois, à la zombification. Il existe en effet certaines maladies et troubles pouvant avoir contribué à la croyance en l'existence des zombies. La rage pour commencer. La rage provoque une salivation excessive, des comportements compulsifs et violents et une hydrophobie. Ce qui n'est pas sans rappeler certains comportements du zombie, une créature baveuse a la tendance à se jeter sur les gens qu'il croise, et sa réaction vive à l'eau bénite. La rage se transmet par morsure, ce qui peut sans peine avoir contribué à la croyance occidentale consistant à penser que l'on devient zombie après avoir été mordu par l'un d'eux. La catalepsie provoque un état proche de la mort, avec rigidité des membres et une respiration très amoindrie. Certains épisodes de catalepsie peuvent durer des heures, des jours, poussant les proches à croire que la vie de la personne s'est achevée et à l'enterrer vivante. Une fois la crise terminée, la personne aurait ainsi pu s'extraire elle-même de sa tombe et l'imagination a fait le reste. Certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou certaines formes de démence, entraînent une dégradation des fonctions mentales et comportementales, parfois accompagnée de mouvements répétitifs et une perte de contrôle de ses actes.
ce qui n'est pas sans rappeler les mouvements étranges et désordonnés et la perte d'humanité des zombies. Dans ces conditions, il n'est pas si difficile de comprendre qu'une personne, par exemple, atteinte de démence et empoisonnée à la tétrodotoxine, soit aisément manipulable par un beau corps malveillant et devienne un véritable danger pour ses contemporains. Avant de finir, parlons du symbolisme véhiculé par ce mythe. Au-delà de sa réalité, la persistance du mythe dans les esprits, le cinéma, la littérature, nous en apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes. D'une certaine manière, les zombies sont une allégorie, un fantasme, le symbole du consumérisme et de la déshumanisation qu'il engendre, et ceci pour plusieurs raisons. Dans leur état classique de mort-vivant, tel qu'on se les représente ordinairement, les zombies sont souvent dépeints comme dénués de conscience, et dont l'unique objectif est de consommer sans fin, en l'occurrence de la chair humaine. Cette représentation métaphorique renvoie au consumérisme moderne, où l'homme est ainsi pris au piège de son besoin sans limite de consommer, pour combler un certain vide existentiel. Ces hordes de zombies, que l'on voit dans les films et les séries, se déplaçant en masse et de manière uniforme, sont à l'image de ces foules anonymes dans nos rues, composées d'individus interchangeables, à l'identité étouffée par des comportements d'achat standardisés et compulsifs, et au désir manipulé par le sorcier marketing. Le zombie, homme moderne dépourvu de pensée propre, se retrouve complètement dissocié de ses semblables pour n'être plus qu'une machine à consommer, sans interaction, sans plus de particularité. Les relations humaines et les valeurs profondes sont ainsi sacrifiées au profit de la satisfaction immédiate de besoins superficiels. Certaines œuvres cinématographiques évoquent clairement ce fait. Dans le film Zombie de George Romero, on représente les zombies errant sans but dans les centres commerciaux, comme s'ils cherchaient instinctivement à reproduire leurs habitudes de consommation passées. L'homme moderne est ainsi vu comme étant vivant à l'extérieur, mais mort à l'intérieur. Les zombies, en tant que figures qui consomment sans créer, peuvent aussi symboliser un dysfonctionnement dans le cycle de production-consommation de la société moderne. Le zombie consomme sans fin, mais ne produit rien en retour, ce qui peut être vu comme une critique de la manière dont le consumérisme peut détruire les valeurs productives et créatives de la société. Et sa morsure infectieuse servant alors d'image pour symboliser la manière dont ce mode de vie se propage à toute vitesse dans les esprits et influence en profondeur les comportements. Effrayant, n'est-ce pas? Comme notre peur des pandémies, des manipulations génétiques et scientifiques hasardeuses, des guerres nucléaires, tout ce qui serait issu de la main de l'homme pour détruire ses semblables et qui ne laisserait de l'humanité qu'une masse informe de zombies avides et sauvages. Une nature humaine pervertie par elle-même qui ne mènerait malheureusement qu'à la destruction totale de notre environnement et l'annihilation de notre espèce. Puisqu'il est dépourvu de pensée, le zombie, l'homme moderne, est aliéné de la société, dans ce qu'elle implique d'échange, de partage, de soutien et d'interaction constructive. L'acte de consommer devient sa seule et principale préoccupation, voire son unique quête de sens. Dans ce contexte, le zombie déshumanisé par son obsession d'ingérer, de posséder, de détruire est un monstre. En définitive, la conception moderne des zombies comme des créatures mangeuses de chair humaine, qui propagent la zombification par morsure, a beau être une invention culturelle popularisée par des œuvres de fiction, en particulier dans le cinéma, nous avons vu qu'elle s'éloigne drastiquement du mythe originel vaudou, toutefois sans en perdre la symbolique profonde. La malveillance des hommes dirigée contre les hommes, ce qui en fait là un véritable objet de fascination. Fascination pour son origine magique et mystérieuse, inquiétante et dangereuse, et fascination pour la façon dont l'Occident s'est approprié ce mythe pour en faire la critique de sa propre société déshumanisée. Le zombie inspire la peur, l'homme inspire la peur. Mais tout espoir n'est pas perdu. Si c'est bien la nature et sa magie qui engendrent cette créature, c'est aussi elle qui le sauve, avec l'aide d'hommes plus éclairés, tournés vers elle et vers un idéal de soutien et de bienveillance envers les autres. Et si, au fond, c'était ça la solution? Et si c'était cela, au fond, qui nous sauverait tous de la zombification de notre esprit? Je vous laisse y réfléchir et vous dis à bientôt.